Qu'est-ce que vous attendez? Vous savez, moi je suis comme beaucoup de Français, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Et moi j'ai l'impression aujourd'hui que le gouvernement Emmanuel Macron, il est dans le giratoire de Raymond DeVos. Vous savez, ce giratoire où il n'y a que des sens interdits, où on tourne en rond. Alors effectivement, le premier sens interdit, c'est la montée en puissance capacitaire des réanimations qui nous avait été promise par Olivier Véran en août 2020 et dont on découvre aujourd'hui que c'était fantasmagorique. Donc premier sens interdit, on ne peut pas augmenter la capacité en réanimation, ce qui aurait permis de soulager quelque peu la crise. Deuxième sens interdit, les vaccins. Puisque la stratégie Macron-Merkel depuis le départ, on l'a dit et redit, s'avère aujourd'hui un échec, pour ne pas dire un fiasco, et en conséquence de quoi, le gouvernement, contrairement à d'autres gouvernements d'autres pays, ne dispose pas de certitude en matière d'approvisionnement et donc n'est pas capable de nous dire à quel horizon exact on va pouvoir vacciner suffisamment de Français pour atteindre l'immunité collective qui permettrait de sortir de la crise. Troisième sens interdit, tout ce qui est test, autotest, c'est une pratique qui est généralisée dans d'autres pays, en Allemagne, notamment dans les écoles, ce qui permettrait effectivement de faire en sorte que les écoles continuent à fonctionner, puisqu'aujourd'hui, les enseignants et les élèves vont à l'école la boule au ventre parce que c'est un ennemi invisible. On ne sait pas qui l'a, et donc on ne sait pas qui il va contaminer. Or, les autotests permettent immédiatement de savoir qui l'a, donc d'isoler, de tracer et de traiter, et donc de laisser le système scolaire fonctionner. Donc en fait, il n'y a qu'une seule issue dans ce giratoire qui n'est pas encore un sens interdit, c'est la dernière porte qui reste ouverte une fois qu'on a déclaré fermer toutes les autres, c'est effectivement le confinement. Maintenant, discuter des modalités du confinement, savoir si ça sera un confinement général ou un confinement par région et par département, la question est bien sûr importante, dans la mesure où on ne sait pas si c'est un confinement généralisé, comment ils vont faire, est-ce qu'ils vont mettre des cordons de gendarmes autour des régions qui sont aujourd'hui dans un pic de contamination par rapport au reste de la France. Ils ne sont déjà pas capables de faire ça pour la frontière nationale, je ne vois pas tellement comment ils peuvent le faire au niveau des frontières régionales ou même départementales. C'est guère étonnant, enfin, ils voient midi à leur porte, les médecins. Bon, outre le fait que la PHP, il y a quand même une composante politique dans la démarche qu'il ne faut pas négliger. C'est une forme de mise le pistolet sur la tempe du gouvernement et du président de la République pour réclamer un confinement, mais ça se comprend pour soulager l'hôpital. Mais je voulais quand même rajouter que c'est 5000 lits. Donc ce n'est pas non plus, vous voyez, 5000 lits par rapport à une population de 66 millions de personnes. En fait, ça relativise beaucoup la pandémie en tant que telle. Ce qui rend cette pandémie insupportable, c'est effectivement que la capacité des réanimations est extrêmement faible au regard du nombre de malades. Parce qu'en fait, 5000 lits, c'est pas le débarquement de Normandie. On n'a pas des milliers de personnes qui débarquent chaque jour, ou des dizaines de milliers de personnes qui débarquent chaque jour dans les hôpitaux de campagne. C'est vraiment la relativité de la capacité des hôpitaux à accueillir qui rend cette pandémie exagérée. Quant au tri des malades... Aucun pays n'avait la capacité hospitalière pour accueillir tous les patients. Ce n'est pas une spécificité française. Certes, sauf que justement, comme les pays ont senti qu'ils n'avaient pas la capacité, je veux parler par exemple des États-Unis, de la Grande-Bretagne, d'Israël, les pays qui savaient qu'en aval et au tout dernier maillon de la chaîne, ils ne pourraient pas soigner des milliers de personnes, ils ont fait ce qu'il fallait en amont pour avoir les vaccins, soit les inventer, c'est le cas des États-Unis et du Royaume-Uni, soit sécuriser les approvisionnements, ce qui a été le cas d'Israël, pour justement éviter qu'on en arrive là. Alors, ça ne les a pas empêchés, effectivement, dans une première phase, d'être saturés aussi. Mais il y a eu une volte-face. Ils ont été saturés. Oui, mais il y a eu une volte-face, il y a eu une réaction qui n'a pas été celle du gouvernement. Alors, je termine juste sur le tri des malades. On constate simplement qu'en 2017, Emmanuel Macron avait été élu pour éviter le retour aux heures sombres. Avec le tri des malades, on est en plein dans les heures sombres. Non, mais justement, ce tri des malades, le tri des malades. Grand-chose à la faire je pense que ça changera pas grand-chose à la faire parce qu'encore une fois, Emmanuel Macron est au pied du mur. Et pour la première fois, je rejoins ce que dit Sami Sfaxi, disait Sami Sfaxi il y a un instant, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est curieux, c'est qu'à chaque fois qu'on veut comparer et qu'on entreprend de comparer la situation en France avec la situation dans d'autres pays, et pas à l'autre bout de la planète, à quelques encablures de la France comme la Grande-Bretagne par exemple, le gouvernement est très gêné par rapport à ça. Donc c'est comme si en fait cette mondialisation dans laquelle il vit, ce gouvernement, et qui nous appelait pendant des années à nous comparer quand c'était à notre désavantage, à notre avantage à l'extérieur, bizarrement aujourd'hui, il nous dit non, mais considérez uniquement ce qui se passe en France.
et au pire, considérer ce qui se passe dans les autres pays européens. Ben forcément, comme la stratégie est une stratégie européenne, ça ne peut pas mieux se passer ailleurs en Europe que ça ne se passe en France. Sauf que si on compare par rapport au reste du monde, et pas par rapport simplement aux États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël, ce sont les 3 pays qu'on cite, mais même par rapport à des pays comme la Serbie, comme le Maroc, comme le Chili, qui ont des taux de vaccination bien plus importants que les nôtres, parce qu'ils ont adopté une stratégie nationale. Donc si il devait y avoir un mea culpa, il devrait y avoir un mea culpa sur le fait que la stratégie qui a été poursuivie au départ en termes de vaccination est une stratégie de l'échec. Il devrait dire « je m'excuse, j'aurais dû choisir une voie nationale », ce qui nous a permis aujourd'hui, alors qu'on parle de reconfiner pendant que d'autres commencent à déconfiner, ce qui nous aurait aujourd'hui permis de faire comme les autres pays qui desserrent les taux. Mais ça n'est pas le cas, et ça ne sera pas le cas. Jean-Louis Burgard. De toute façon, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui peut ne pas être satisfait qu'un monument qui représente non pas seulement l'histoire de France, l'histoire chrétienne, mais presque l'histoire du monde, ne soit pas restauré, et de la plus belle des manières, et surtout à l'identique, parce qu'à un moment, il y a eu une polémique, savoir si on allait le moderniser ou pas. Bon, ça c'est une chose. On a tous évidemment l'image de ces larmes qu'ont coulé sur les joues de tous les citoyens du monde, qui nous renvoyaient un peu au temps des cathédrales, le 15 avril 2019. Voilà. Après, moi, si vous voulez, je m'interroge quand même, parce que c'est comme si ce feu était parti un peu au hasard, c'est-à-dire qu'on nous avait promis une grande enquête approfondie, etc. On avait d'ailleurs fait taire tous ceux qui avaient posé des questions à l'époque de savoir qu'est-ce qui s'était réellement passé. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui... Je pense que vous allez arriver à l'immigration. Ah non, pas du tout. Fort, on arrive à l'immigration. Non, pourquoi vous dites ça? Ben si, parce que je vous sens êtes obsédé par l'immigration, c'est incroyable. Je sens venir. Là. Vous êtes obsédé par l'immigration. Alors, Il y a d'autres sujets. On verra s'il y a une transition à faire ou pas. Non, mais il y a d'autres sujets. Monsieur est obsédé par l'immigration. Je ne sais pas pourquoi il parle de ça. Alors qu'on parle de Notre-Dame, ça n'a rien à voir. Mais par contre, voilà, on n'a pas eu... Sur l'origine, c'est-à-dire accidentel ou criminel. Voilà, par exemple, oui, accidentel ou criminel, on ne sait pas. Enfin, je crois qu'aucun Français aujourd'hui n'est capable de dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il y a une enquête qui a été menée, qui continue. Jean-Louis Burgard prend la main. Il n'y a aucune raison de pousser vers des interrogations qui se multiplient sur des sujets qui n'en sont pas. Mais vous savez, seuls les imbéciles ne se posent pas de questions. Je pense que vous respectez la police française, la police a fait son travail, je l'ai vu à plusieurs reprises, il y a eu plusieurs missions d'enquête importantes. Oui, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a eu aucune communication là-dessus. Il est un peu tôt aujourd'hui. Un peu tôt, 2 ans après, excusez-moi. Y compris parlementaire. Qu'est-ce que vous appelez un délai raisonnable? 10 ans? On a beaucoup évoqué la piste. Il n'y a pas simplement... C'est clair qu'on ne peut pas regarder cette... Encore une fois, mais moi je le dis depuis le début, on ne peut pas regarder cette pandémie par le petit bout de la lorgnette. Il y a effectivement les malades de la pandémie, mais encore une fois, cette pandémie n'en est une qu'en raison de la faiblesse des capacités d'accueil dans les hôpitaux, qui se trouvent du coup également concurrencées par, je dirais, les maladies de droit commun, si je puis me permettre cette expression. C'est-à-dire, pas seulement les cancers d'ailleurs, toutes les autres maladies qui nécessitent des soins en réanimation. Donc effectivement, on est dans un goulet d'étranglement qui non seulement amplifie les effets du Covid, mais de surcroît, comment dirais-je, a des conséquences en termes de déversement sur les autres pathologies. Voilà. Que faites-vous de ces lits, en admettant qu'il y a un doublement, voire un triplement des capacités? Qu'est-ce que vous en faites une fois que la crise est passée, qu'elle est derrière nous? Mais je crains que dans un monde ouvert, si vous voulez, et de plus en plus ouvert, le monde qu'on a construit, qu'on a mis 50 ans à construire, c'est-à-dire un monde sans frontières, un monde presque sans identité aussi, enfin bref, ce monde où la France n'est qu'une parcelle du globe terrestre comme les autres pays, eh bien effectivement, on y revient, effectivement les maladies circulent, tout circule en réalité. On a cru simplement que c'était que l'argent qui circulait, on a cru que c'était que les marchandises qui circulaient, puis c'était que les hommes, et bien forcément... Vous êtes en train de nous dire que ça reviendra, quoi. Ça reviendra, donc de toute façon, il faut un investissement capacitaire, parce qu'il s'agit de la première pandémie, mais à mon avis, ça ne sera pas la dernière. Il faut juste un petit mot, effectivement, comme on est en guerre, le système de santé dans une guerre sanitaire, c'est l'outil de la guerre. On peut très bien imaginer, je dis ça comme ça, des réservistes de la santé qu'on puisse mobiliser, un peu comme on le fait pour une armée régulière, qu'on puisse mobiliser des gens qui soient identifiés comme des référents, des réservistes, pour venir, dans ce cas un peu exceptionnel d'épidémie, de venir renforcer le corps médical. Là, on manque cruellement. Oui, mais ça ne s'organise pas en quelques mois. Non, mais moi je parle pour la suite. C'est-à-dire que, voilà, sans commencer à doubler les lits tout de suite, on peut
peut-être réfléchir à une solution intermédiaire qui permettrait d'identifier des capacités de réserve pour le cas où une autre pandémie frapperait. Vous parlez de quoi? Des étudiants en médecine, des anciens Par médecins, exemple, des la anciens retraite, ceux qui ont médecins, prêté main exactement. forte Et d'ailleurs, pourquoi pas, je ne cesse de le dire. Beaucoup sont Aujourd'hui, en renfort, hein. aujourd'hui, toutes les zones du globe ne sont pas atteintes du Covid de la même façon. Vous avez des zones du globe qui sont très peu atteintes. Je pense par exemple à l'Afrique. mais on peut faire venir des médecins africains, alors. Exactement. Pour une fois qu'on peut faire venir une immigration qui, pour le coup, serait une richesse pour la France, bizarrement, là, personne n'en parle. Par contre, pour accueillir toute la misère du monde, là, c'est open bar. Donc, pour une fois, on peut avoir une politique migratoire qui soit une politique responsable et qui soit vraiment, comment dirais-je, un coup de main pour la France dans des circonstances particulières. C'est pas là non plus, mais enfin bon, Ah non, moi mais c'est une question c'est qui... évident que ça l'arrangerait. Je veux dire, il s'est déjà pris une torgnole au municipal. Je pense aux prochaines territoriales, bah oui, ils ont arraché quasiment aucune mairie, me semble-t-il, ou une peut-être. Alors c'est juste le mot que ça... À Paris, par exemple, on en attendait énormément, ça n'a rien donné. Dans toutes les grandes villes qui ont voté massivement pour Emmanuel Macron pour la présidentielle et même pour les européennes, et aucun essai n'a été transformé. Et c'est même les Verts qui ont fait un carton. Donc on imagine que compte tenu de la mauvaise gestion de la crise sanitaire depuis le début, de la situation économique, de la situation sociale, pour ne même pas parler de la situation psychologique, on se doute bien qu'aux prochaines territoriales, si elles ont lieu à l'automne, ils ne vont pas faire un carton, les REM. Donc effectivement, ça les arrange de reporter ça après la présidentielle, parce que pour le coup, dans le cas hypothétique et peu probable où Emmanuel Macron repasserait, il y aurait la dynamique présidentielle qui du coup jouerait également pour les exécutifs territoriaux. Alors la vaccination... Et la troisième ou la quatrième vague, on l'aura. Il faut donc qu'on ait un raisonnement mondial sur la vaccination. Pas du tout. Voilà, je savais que... C'est le raisonnement, excusez-moi, mais il y a quand même, vous ne pouvez pas dire ça, il y a des faits. Votre raisonnement, c'est précisément le raisonnement qui a été appliqué depuis un an et dont on constate aujourd'hui l'échec. Donc vous ne pouvez pas vous aveugler sur l'échec de votre raisonnement. Vous nous dites que la pandémie n'a pas de frontières. Attendez, vous nous dites que la pandémie n'a pas de frontières. Mais alors à quoi servent les confinements régionaux? Les confinements régionaux, c'est bien des frontières, non? Non, mais allez, on va pas pour casser. Juste un dernier mot. Sur la vaccination, si on n'a pas une politique mondiale de vaccination, nous aurons le choc en retour dans quelques années. Allez, on ne va pas s'apesantir là-dessus. Essayez d'abord d'avoir une stratégie déjà nationale, et quand vous réussirez la stratégie nationale, ça vous fait plaisir à court terme. On viendra la ramener sur la stratégie mondiale. Ça, c'est de la politique à court terme. Non, c'est celle qui réussit en tout cas. Merci. Pardon. Jean Messia, vous voyez ça, vous êtes choqué quand même ou pas? Je suis choqué. C'est vrai que la solution de facilité dans le climat d'exaspération qui est le nôtre pour un homme politique, ça serait d'être du côté de la colère. Mais moi, je dis qu'il faut être responsable. Ces jeunes ne l'ont pas été. Et le gouvernement devait sévir. Alors, je suis d'accord avec la première partie du propos de Marlène Schiappa, mais quand elle dit que la préfecture a agi, on ne l'a pas beaucoup vu agir, justement. Mais vous voyez la proximité de... La situation était telle qu'il y aurait eu des gens d'accord, mais enfin, au bout d'un moment... On va éviter un drame. Mais de toute façon, c'est compréhensible, parce que comment voulez-vous, si vous voulez sanctionner ces jeunes, alors même que dimanche, le gouvernement autorise une manifestation qui aurait franchement pu attendre quelques semaines, qui est contre la loi climat. Donc en fait, ce qu'on reproche au gouvernement, c'est juste la cohérence. Voilà. Et puis on ne pourra pas l'empêcher. Et je suis d'accord avec ce que disait M. Sfaxi, c'est-à-dire que quand il y a un climat de prohibition, eh bien les gens le contournent. Donc là, on arrive vers le beau temps, c'est en extérieur. Il vaut mieux, par exemple, ouvrir les terrasses. Vous êtes d'accord, mais lui, il n'est pas d'accord avec vous. Non, mais je ne suis pas d'accord sur cette manifestation. On ne peut pas comparer une manifestation et un appel à... Manifestation qui est organisée. Avec le port du masque. Ça n'a rien à voir. Quand vous regardez la manifestation, excusez-moi, vous ne pouvez pas autoriser une manifestation de plusieurs milliers de personnes, mais pour une cause en plus qui n'est pas urgente. C'est juste parce que les Khmers verts n'en sont pas contents. Mais ils auraient pu attendre 6 semaines, c'est pas grave. Je vous ai vu il y a quelques semaines dans une manifestation pour... Génération identitaire. Génération identitaire. Oui, alors là, elle était bien. Oui, non, mais là d'abord, c'était une manifestation autorisée, puis ça ne rassemblait pas des milliers de personnes. Est-ce que vous avez le masque? Je n'ai pas souvenir vous avez porté le masque. Vous avez le masque au micro? J'ai pris la parole. Ah, au micro, vous n'avez pas le masque. Il y avait beaucoup de monde autour de vous. Il y avait quand même pas mal. Les distances sociales étaient respectées.